Bonjour et bienvenue dans cette présentation dans laquelle nous allons voir les différents circuits fondamentaux qui composent nos microcontrôleurs. Tout d'abord, nous allons étudier la fonction inverseur, différentes fonctions logiques comme la fonction non et ou la fonction non ou, la porte de transmission, la porte qui permet de faire un ou exclusif, les différents éléments mémoire, les différentes bascules et registres, les différents diviseurs de fréquences et pour terminer, les oscillateurs. Tout d'abord, quelques mots sur la technologie CMOS, puis si on se met dans une perspective historique, tout d'abord préciser que les premiers circuits numériques n'ont pas été faits dans cette technologie, ils ont été faits dans une technique en transistor bipolaire, ceci aux alentours des années 70-80, puis la technologie MOS est apparue avec la version NMOS ou la version CMOS. Et seulement à la fin, la technologie CMOS, donc qui combine des transistors de type P et de type N, est apparue et c'est celle qui s'impose actuellement puisque la très grande majeure partie de nos circuits numériques sont constitués d'une technologie CMOS. Tout d'abord préciser qu'en électronique numérique, on doit symboliser deux états, l'état 0, l'état 1. Habituellement, ceci se fait sous la forme d'une tension et l'état 0 assez naturellement est représenté par la tension 0 volt, donc l'état comme si on était relié à la masse, alors que l'état 1 est représenté par la tension d'alimentation la plus élevée, c'est-à-dire la tension d'alimentation qui généralement sous nos microcontrôleurs est de 5 volts, voire sur d'autres types de microcontrôleurs de l'ordre de 3 volts. Ensuite, les deux transistors MOS de type N et de type P peuvent être, dans le cas où on s'intéresse uniquement aux fonctions de commutation, ces deux transistors peuvent être représentés sous la forme de deux interrupteurs connectés entre l'électrode de source ici, puis l'électrode de drain, et interrupteur qui est commandé par l'état logique que nous allons mettre sur la grille. Donc dans le cas du NMOS, l'interrupteur entre source et drain est ouvert si le potentiel de grille est nul, autrement dit si l'état logique sur la grille vaut 0, alors que l'interrupteur est fermé si l'état logique sur la grille vaut 1. A l'inverse, sur le PMOS, l'interrupteur entre source et drain est ouvert si l'état sur la grille vaut 1, alors qu'il est fermé si l'état logique sur la grille vaut 0. Les différents circuits que nous allons analyser maintenant se trouvent sur le lien suivant sous l'onglet électronique numérique. Tout d'abord, commençons par le montage que nous appelons le montage inverseur. Il est constitué d'un transistor PMOS, d'un transistor NMOS, les deux mis en série, le PMOS raccordé sur VDD, le NMOS raccordé à la masse et les deux drains reliés ensemble pour former la sortie, alors que les deux grilles sont reliées ensemble pour former l'entrée du circuit. Si on se réfère au comportement commutation tel qu'on le voyait tout à l'heure, et si on suppose qu'on a mis l'entrée à l'état 0, on est donc dans la situation suivante. Le transistor NMOS se comporte comme un interrupteur ouvert, alors que le transistor PMOS, lui, se comporte comme un interrupteur fermé. On a donc l'état 1, l'état qui correspond à la tension VDD, qui est amené directement sur la sortie Y. Lorsque l'on fait l'inverse, lorsqu'on met un état 1 sur l'entrée A, cette fois-ci, c'est le transistor NMOS qui conduit, alors que le transistor PMOS se comporte comme un circuit ouvert. Cette fois-ci, c'est donc l'état 0 qui est amené sur la sortie Y. Donc on constate que si on met un 0 à l'entrée, on a un 1 à la sortie, et que si on met un 1 à l'entrée, on a un 0 à la sortie. Donc le montage inverse donc bien l'état que l'on met à l'entrée. Lorsqu'on doit établir des schémas, évidemment, la représentation telle qu'elle est ici devient vite assez complexe. Donc on préfère simplifier, puis représenter l'inverseur CMOS de cette façon. Il y en a d'autres, ça c'est une façon de faire, on a d'autres symboles possibles pour représenter l'inverseur CMOS. Et de façon générale, nous allons voir par la suite que même les montages à inverseurs
sont souvent à un niveau de détail beaucoup trop précis et on va faire encore des schémas blocs supplémentaires pour, par exemple, représenter un élément mémoire ou un registre, etc. Autre remarque, toutes les fonctions logiques que l'on peut faire à l'intérieur d'un microcontrôleur sont faites sur la base de l'inverseur CMOS, ces inverseurs donc qui travaillent avec des transistors qui s'ouvrent et qui se ferment au rythme de la fréquence d'horloge du microcontrôleur. Donc dans nos microcontrôleurs, comme ceux qui équipent nos PC ou nos téléphones, on a plusieurs millions de transistors qui s'ouvrent et qui se ferment à la fréquence du microcontrôleur, c'est-à-dire quelques milliards de fois par seconde si on prend le cas d'un PC. Si on regarde quelques fonctions logiques un peu plus complexes pour illustrer ce principe que tout est basé sur l'inverseur, prenons pour commencer la fonction non et. Alors l'inverseur de base n'est pas forcément évident à voir au premier coup d'œil, il est ici. Donc on a bien le P qui est relié à VDD, le N dont la grille est reliée au P précédent, mais sur laquelle on a mis un transistor NMOS en série. Et ce transistor NMOS a sa grille reliée sur un PMOS qui est mis en parallèle avec le premier. Au point de vue du fonctionnement, c'est tout à fait semblable à ce que nous voyons tout à l'heure. Si les deux entrées sont à l'état 0, les deux transistors NMOS ne conduisent pas, les deux transistors PMOS conduisent et on se retrouve à la sortie avec un état 1. Dans le cas où j'ai au moins une des deux entrées qui est à l'état 0, on aura au moins un des deux NMOS qui est à l'état ouvert et au moins un des deux PMOS qui est à l'état fermé. Autrement dit, la sortie sera toujours à 1. Puis dernier état possible, si on a les deux entrées qui sont à l'état 1, cette fois-ci les deux transistors NMOS sont conducteurs, les deux transistors PMOS non conducteurs, donc on a un état 0 à la sortie. Alors au point de vue algèbre de Boole, la fonction E correspond en fait à une multiplication binaire des deux entrées. Pour illustrer ceci, si j'ai 0 fois 0, ça me fait 0. C'est une fonction non et, donc on va inverser le résultat pour l'appliquer à la sortie. Donc 0 fois 0, 0, j'inverse, ça fait 1. 0 fois 1, ça fait 0, inversé, ça fait 1. 1 fois 0, 0, inversé, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1, inversé, ça fait 0. Donc on a bien une fonction non et. Là aussi, on prend un symbole un peu plus simple que l'assemblage détaillé de tous les transistors. Une autre fonction semblable, la porte non ou, pour montrer qu'on a toujours cette modification de l'inverseur CMOS qui est ici, cette fois-ci, c'est la structure inverse de celle qu'on voyait tout à l'heure. Les deux NMOS sont en parallèle cette fois-ci, alors que les deux PMOS sont en série. Et on peut faire le même raisonnement que tout à l'heure, où on va constater que si les deux entrées sont à 0, alors la sortie est à 1, et c'est le seul cas où la sortie sera égale à 1. Dans tous les autres cas, on aura la sortie à 0. Et on a ici une fonction qu'on appelle non ou, et qui correspond cette fois-ci à l'addition des deux bits inversés. Si on fait la démonstration, 0 plus 0, ça fait 0, inversé, ça fait 1. 0 plus 1, ça fait 1, inversé, ça fait 0. 1 plus 0, ça fait 1, inversé, ça fait 0. Et un cas particulier du plus, parce que là c'est le plus défini au sens logique du terme, 1 plus 1 en termes de logique fait 1, inversé, ça fait 0. Une autre façon de modifier l'inverseur CMOS, c'est la suivante, et on parle de porte de transmission. Donc le transistor NMOS et le transistor PMOS sont mis en parallèle. Les deux grilles sont pas reliées, mais elles sont commandées par l'état inversé. Donc si je mets 1 sur le PMOS, j'aurai un 0 sur le NMOS et inversement. Les deux transistors, évidemment, se comportent toujours comme des interrupteurs. Donc on aura, si j'ai le signal de commande qui est à 0, les deux interrupteurs ouverts, et si le signal de commande est à 1,
j'aurai les deux interrupteurs fermés. Autrement dit, dans ce cas ici, tout l'état logique qu'on va mettre sur A va se retrouver à la sortie. Donc on transmet l'état logique qu'on met sur A et on définit ici un troisième état qui est ce qu'on appelle un état à haute impédance qu'on symbolise avec la lettre Z pour dire qu'en fait la sortie n'est raccordée à rien du tout. Elle est dans un état qu'on appelle flottant. C'est un état indéterminé. On peut se demander pourquoi on utilise deux transistors en parallèle alors qu'en fait un seul transistor fonctionne déjà comme un interrupteur. Alors on l'a dit en introduction, c'est un modèle simplifié du transistor MOS. En fait, c'est un peu plus compliqué que ceci, puisque c'est bien un interrupteur, mais dans lequel le courant ne peut pas circuler indifféremment de la source vers le drain ou du drain vers la source. En fait, si on a A qui est à l'état 1, donc à l'état élevé, le courant peut circuler depuis le drain vers la source en direction de la sortie sur le PMOS. Par contre, ça ne se passe pas très bien au niveau du NMOS. A l'inverse, si on a l'entrée qui est à 0, le courant peut circuler depuis la sortie vers l'entrée à l'intérieur du NMOS. Par contre, ça ne va pas se passer très bien au niveau du PMOS. C'est pour cette raison qu'on met donc ces deux transistors en parallèle de façon à faire un interrupteur qui permette autant le passage du courant de A vers Y que de Y vers A. À l'aide de cette porte de transmission, on peut construire par exemple une fonction ou exclusif. Ce n'est pas la seule façon de faire, par contre c'est une façon relativement économe en nombre de transistors, puisqu'on a ici deux transistors pour chacune des portes de transmission, donc 4 transistors, et 2 transistors pour chaque inverseur. Donc en total, avec 8 transistors, on arrive à faire la fonction. Si on la faisait dans une technique qui ressemble à celle qu'on a vue précédemment en mettant des transistors basés sur la modification de l'inverseur CMOS, on verrait qu'on doit en utiliser nettement plus. Alors le fonctionnement est le suivant. Si on considère que l'entrée B est à 0, on a la branche supérieure avec la porte de transmission du haut qui est fermée, donc on retrouve l'entrée A directement sur Y. Donc si A vaut 0, j'ai Y qui vaut 0. Et si j'ai A qui vaut 1, j'ai Y qui vaut 1. On transmet sans autre la valeur d'entrée. Si maintenant l'entrée B est à 1, on passe par la branche inférieure en inversant le signal d'entrée. Donc si j'ai A qui vaut 0, la sortie vaudra 1. Et à l'inverse, si A vaut 1, la sortie vaudra 0. Ce circuit est important parce qu'en fait, il permet de réaliser l'addition de 2 bits, ou du moins le début de l'addition sur 2 bits. Si on regarde ça plus en détail, 0 plus 0, donc c'est pas le plus au sens binaire du terme, hein, c'est vraiment le plus au sens de l'addition. Si je fais 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça me fait 1. 1 plus 0 fait 1. 1 plus 1, ça fait 2, donc codé binaire 1, 0. Donc le dernier bit, c'est un 0. Donc la colonne qu'on a ici correspond en fait à la somme des bits qu'on a ici, puis la somme sur le dernier bit de la somme. On doit évidemment utiliser une autre fonction pour faire le bit de poil plus fort. Mais on voit de cette façon-là qu'on arrive assez facilement à faire un circuit qui permet d'additionner des bits entre eux. Alors évidemment, après, on va cascader ce genre de circuit de façon à pouvoir faire une addition sur 8, sur 16 bits, peu importe, en générant aussi les différents reports, comme on vient de le voir ici, quand on a la situation où on a 1 et 1. Mais de toute façon, on arrive à faire une somme de différents mots binaires basés sur ce genre de circuiterie ici. Et à savoir qu'à l'intérieur du microcontrôleur, tout va pouvoir se faire sur la base d'une addition binaire. La soustraction se fait avec une forme particulière d'addition
où on va utiliser un bit pour signifier si le nombre est positif ou s'il est négatif. L'élément mémoire maintenant. Il est constitué de deux inverseurs qui sont mis en série, qui sont reliés entre eux. Donc la sortie du deuxième est reliée sur l'entrée. Pour l'instant, faisons abstraction des portes de transmission. Si j'ai cette configuration, donc deux inverseurs en cascade dont la sortie du dernier est reliée sur l'entrée du premier, et supposons qu'on mette un état logique 0 ici à l'entrée. J'ai un état 0 logique sur le premier inverseur à son entrée, donc un état logique 1 à sa sortie, donc un 1 à l'entrée du second, donc un 0 à la sortie, qui correspond bien au 0 que j'ai mis à l'entrée. Donc le circuit peut rester dans cet état tant que l'alimentation est fournie. Si maintenant je mets un 1 ici sur l'entrée, j'ai un 0 sur sa sortie du premier inverseur, ce 0 est inversé par le second, donc je me retrouve avec un 1 ici, qui est correspondant au 1 que j'ai mis à l'entrée. Ici aussi, le circuit peut rester dans cet état-là tant qu'on fournit l'alimentation. Très concrètement, ça veut dire qu'on est en présence d'un circuit qui est tout à fait capable de mémoriser l'état 0 et l'état 1 en fonction de ce qu'on aura mis à l'entrée. Donc on a un petit élément qui permet de mémoriser un seul bit. Alors si on regarde en détail maintenant comment on va pouvoir faire l'écriture sur ce dispositif, si on est déjà dans la phase de mémorisation, c'est ce que l'on vient de voir tout à l'heure. Si on passe maintenant sur la phase d'écriture, on va ouvrir la porte de transmission qui relie les deux inverseurs et fermer la porte de transmission avec laquelle on va pouvoir appliquer l'état logique souhaité. Donc supposons qu'on mette A égale à 1. Quand on va passer en mémorisation, le 1 va rester enfermé dans la structure bouclée. A l'inverse, évidemment, si maintenant on met un 0 sur A et qu'on passe en mémorisation, le 0 va rester fermé dans la structure. Donc un petit élément qui permet de stocker une valeur de 0 ou de 1. Ce n'est pas la seule façon de mémoriser des informations. On verra plus en détail juste à la fin différentes autres techniques de mémorisation. Mais cette forme qu'on a ici permet de faire différents circuits, notamment la bascule qui elle-même va permettre de faire d'autres circuits comme le diviseur et le registre. Alors pour commencer la bascule, elle est constituée de deux éléments mémoire comme celui que nous voyons tout à l'heure, dont l'ouverture et la fermeture des portes de transmission est rythmée par un signal qu'on appelle signal d'horloge, puis où on a une seule entrée et une seule sortie. En fait, on peut avoir une sortie intermédiaire qu'on appelle la sortie Q-bar, donc la sortie inversée qui se prendrait à ce niveau ici. Donc on peut avoir la sortie plus la sortie complémentaire. Si maintenant, on suppose qu'on met un état 1 à l'entrée, puis qu'on actionne l'horloge, la première partie de la mémoire va stocker cet état 1. Donc je peux passer ici de nouveau à l'état 0, ça ne modifiera rien du tout. Et au coup d'horloge supplémentaire, le 1 va devenir stocké dans la deuxième partie de la mémoire. On parle de système de mémoire maître-esclave aussi dans ce cas-là. Le symbole ici aussi est un petit peu plus général, puis plus simple que le symbole détaillé ici. Donc là, on est encore à un état d'abstraction un peu plus élevé que l'état d'abstraction qu'on a ici. On a différents autres types de mémoire basés un peu sur le même principe, mais celle-ci est la plus fréquemment utilisée à l'intérieur de nos microcontrôleurs. Notamment pour faire par exemple ce qu'on appelle un diviseur, qui a cette structure ici. Donc on reprend la bascule qu'on voyait tout à l'heure, on relie chaque entrée de chaque bascule avec la sortie inversée, comme on voit ici, et l'horloge qui vient de l'extérieur est appliquée à la première bascule et c'est la sortie de la première bascule qui sert d'horloge à la deuxième bascule et la sortie de la deuxième qui sert d'horloge à la troisième bascule. On n'a donc qu'une seule entrée qui est l'horloge. Si on fait varier cette horloge, on voit que l'état de chacune des bascules varie
à chaque transition de l'horloge. On voit aussi qu'au bout d'un certain moment, on se retrouve dans l'état initial. Par exemple, ici c'est l'état initial, premier coup d'horloge. Donc un coup d'horloge, c'est un passage de 0 à 1, puis on descend à 0. Là, j'ai un premier cycle d'horloge, deuxième cycle d'horloge, troisième cycle, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Puis on se retrouve dans l'état initial. Donc il a fallu 8 périodes d'horloge avant qu'on se retrouve dans l'état initial. Et si on regarde ce qui s'est passé ici à la sortie, on voit que pendant 4 périodes d'horloge, l'état de la dernière bascule est à 0, et pendant 4 autres périodes d'horloge, l'état de la bascule est à 1. En fait, le circuit qu'on a ici permet de diviser la fréquence du signal d'horloge par 8. Donc on fait un diviseur de fréquence par 8. Et ce nombre de 8 vient simplement du fait que chacune des bascules permet de faire une division par 2 sur la fréquence d'horloge. Donc le fait d'en avoir 3 en cascade nous fait une division par 2, par 2 et par 2, autrement dit par 2 puissance 3. Alors ce circuit est beaucoup utilisé dans le domaine de l'horlogerie puisqu'il va permettre de générer une fréquence de 1 Hz lorsqu'on utilise un quartz qui est exactement dimensionné pour avoir une fréquence de 2 puissance 15 Hz, autrement dit de 32 768 Hz. On reparlera de ces questions un peu plus en détail dans la vidéo consacrée aux oscillateurs. Un autre circuit basé aussi sur la bascule, c'est le registre qui lui alors est vraiment beaucoup utilisé dans nos microcontrôleurs puisque c'est l'élément de base qui sert à faire les différentes opérations binaires, que ce soit les opérations logiques ou les opérations arithmétiques. Ici, j'ai représenté seulement 3 bascules, mais on en aurait 8 pour un microcontrôleur 8 bits ou 16 sur une version à 16 bits. Cette fois-ci, toutes les horloges sont reliées ensemble et l'entrée de la dernière bascule est raccordée sur la sortie de la précédente et inversement. Alors, si on fait varier la fréquence d'horloge en laissant l'entrée à 0, rien ne se passe. Par contre, si je fais passer l'entrée à 0, on voit qu'on a un 1 qui s'est transmis à l'intérieur de l'élément. Puis si on continue ainsi, on voit que le 1 se propage à l'intérieur de la bascule. Ceci peut être utilisé, par exemple, pour faire aussi des opérations mathématiques très spécifiques. Si on met un 1 à l'entrée et qu'on fait une variation de l'horloge, on se trouve avec un 0. Autrement dit, 1 fois 2. Un 0 correspond à la valeur 2 en binaire. Si on continue, on fait encore un coup d'horloge, on se retrouve avec 1, 0, 0. Autrement dit, la valeur 4. Ainsi de suite. Si je fais encore un coup d'horloge, on se retrouve avec la valeur 1, 0, 0, 0. Autrement dit, la valeur 8. Donc cet élément permet très facilement de faire des multiplications par une puissance de 2. On a multiplié par 2, par 4, par 8. Voilà, donc à l'intérieur du microcontrôleur, le fait de faire une multiplication par 2 revient simplement à faire un décalage du nombre vers la droite. Et si on fait le décalage vers la gauche, en fait, ça revient à faire une division. C'est d'ailleurs exactement la même chose qu'on fait nous, naturellement en base 10, ou quand on veut multiplier par 10, on ajoute un 0 derrière le nombre, ou quand on veut diviser par 10, on enlève simplement le dernier nombre quand on fait l'arrondi. C'est exactement la même technique. Donc dans un microcontrôleur, c'est relativement simple de faire des multiplications par des puissances de 2. Par contre, c'est nettement plus compliqué de faire des multiplications par des nombres quelconques. Très rapidement, parce que c'est l'objet d'une autre vidéo, voir les différentes possibilités qu'on a dans un microcontrôleur pour faire cette fréquence d'horloge que nous avons vue précédemment. On a
deux solutions principalement. Une solution qui se base sur la charge et la décharge d'un condensateur à l'intérieur d'une résistance, le tout piloté par un montage à double seuil, comme on voit ici. Donc, en gros, si la capacité se charge à travers la résistance R ici, c'est ce qui est illustré là, jusqu'à ce qu'on atteigne le seuil haut du circuit, de l'inverseur. Puis, ensuite, l'inverseur change d'état. Puis, le condensateur se décharge jusqu'à ce qu'on atteigne le seuil bas. Puis, le condensateur se recharge, ainsi de suite. C'est un oscillateur qui n'a pas des performances extrêmement intéressantes en ce qui concerne la précision de la fréquence, ni de la stabilité d'ailleurs, parce que la précision qu'on obtient au niveau des condensateurs est plutôt de l'ordre de la dizaine de pourcents. Donc ça veut dire que la précision du temps qu'on a ici est aussi de l'ordre de la dizaine de pourcents. Ce qui est évidemment quelque chose d'inutilisable dans le domaine horloger, par exemple. Si on veut une plus grande précision puis une plus grande stabilité sur la fréquence, on préfère une structure d'oscillateur à quartz tel que celui ici, qui sera détaillé dans la vidéo consacrée aux différents oscillateurs. Les différents éléments mémoire maintenant. Donc on a vu tout à l'heure la mémoire qu'on appelle statique, qui est composée de 8 transistors CMOS, qui permettent de stocker une valeur binaire, donc un seul bit, tant que l'alimentation est présente. L'inconvénient de cette structure, c'est qu'elle demande une surface relativement importante au niveau du silicium, puisqu'on doit utiliser 8 transistors. Donc on a essayé assez rapidement de trouver des solutions beaucoup plus économiques en termes de place. Puis une autre façon de stocker l'information binaire, puisque l'information binaire est une tension, c'est d'essayer de stocker une tension. Puis on a vu en électricité que le condensateur permet justement de stocker des charges qui vont se traduire par une tension aux bornes de l'élément. Donc on peut très bien stocker une tension maximale de 5 volts par exemple, ou stocker une tension nulle dans un condensateur. Donc c'est une autre façon de faire pour faire un élément de mémoire. L'inconvénient par contre, c'est que le condensateur n'est pas un élément qui permet de stocker des tensions sur un temps indéfini. C'est même un élément où on a des fuites relativement importantes et où la valeur de tension va relativement rapidement baisser puis tendre vers zéro. Donc on est obligé périodiquement d'aller relire la mémoire et la réécrire avec la valeur binaire souhaitée. C'est ce qu'on utilise dans nos PC avec les mémoires de type RAM qui permettent de stocker les valeurs à l'intérieur de la machine. Ceci sous un volume relativement réduit, mais c'est donc des éléments qu'on lit périodiquement et qu'on réécrit périodiquement. Toujours sur cette base de condensateur qui permet de stocker les informations, on est allé plus loin, puis on a fait ce qu'on appelle de la mémoire de type flash. En fait, c'est la même idée, c'est aussi un condensateur qui se charge à une certaine valeur. Simplement, on s'est arrangé dans ce cas-là pour avoir la grille du transistor complètement isolée du reste du circuit. Ça permet dans ce cas-là d'avoir des durées de stockage de l'information beaucoup plus grands. Le fabricant généralement garantit une dizaine d'années pendant lesquelles la valeur binaire va pouvoir être mémorisée. Donc on connaît bien les flashs de type SD comme on voit ici, ou ce qu'on a sur nos clés USB, ou alors les disques durs de type SSD, ou encore la mémoire à l'intérieur de nos microcontrôleurs. Ici j'ai pris l'exemple d'un Arduino Nano. Le programme est stocké dans une mémoire flash. Alors ces condensateurs qui permettent de stocker l'information, dans tous les cas, que ce soit flash ou que ce soit RAM du PC, sont en fait les condensateurs qui sont formés par la grille et la source du transistor, qu'il soit NMOS ou PMOS, peu importe. Donc de façon naturelle, dans un MOS, on a un condensateur. Et c'est ce condensateur-là qui va être utilisé pour stocker l'information. Dans le cas de la flash, deux points à relever.
Le premier, ben évidemment, comme c'est une mémorisation qui est faite à l'aide d'un condensateur, la durée garantie pour le stockage de l'information n'est pas très grande. Encore une fois, le fabricant parle d'une dizaine d'années garantie. C'est donc un support qui est déconseillé si on veut faire de l'archivage, puis pouvoir garder l'information sur un très grand nombre d'années. Un deuxième point à relever en relation avec la flash, c'est que la grille étant complètement isolée du reste du circuit, pour écrire une information sur la grille, c'est un processus qui est relativement violent au niveau de la matière, dans le sens que ça s'apparente en quelque sorte à une décharge électrique. Et ceci va forcément générer une certaine fatigue au sein de la matière. Et après un certain nombre d'écritures ou d'effacements, puisque ça revient au même, l'effacement c'est écrire des zéros, au bout d'un certain nombre de cycles d'écriture, on a des risques que le condensateur soit détruit, puis tout à fait incapable de mémoriser quoi que ce soit. Donc c'est le deuxième aspect avec lequel il faut tenir compte avec la mémoire flash, c'est qu'à force de les utiliser en écriture ou en effacement, au bout d'un certain temps, la mémoire risque d'être détruite. Là aussi, le fabricant donne une valeur pour le nombre de cycles maximum qu'on peut avoir en écriture et en lecture. La lecture, en principe, pose pratiquement pas de problème parce qu'il n'y a aucune fatigue au niveau des matériaux. Par contre, l'écriture, oui, elle pose un problème. Donc en conclusion de tout ceci, la mémoire flash n'est pas spécialement destinée pour faire du stockage long terme, genre archivage. Les meilleures solutions qu'on connaisse, c'est évidemment le disque optique, genre DVD, puisque là on fait véritablement des trous dans la matière. Donc je parle du DVD non réinscriptible, hein, celui dans lequel on fait véritablement des trous dans la matière. Et évidemment, il n'y a aucun risque a priori qu'on puisse refaire un trou après gravage et reboucher un trou. Donc c'est un support de stockage d'informations qui est vraiment efficace si on le stocke dans des conditions qui sont protégées, c'est-à-dire pas en pleine lumière, notamment aux ultraviolets, qui auraient tendance à rendre le plastique plus opaque, puis à l'abri des griffures évidemment. Donc c'est un excellent support pour du très long terme. Un autre support qui est relativement bon aussi, c'est tout ce qui est support magnétique, style disque dur magnétique, puisque là, la magnétisation de la matière est garantie sur une durée nettement plus longue que ce qu'on peut garantir sur de la mémoire flash.